Salut à tous. Après une période d'examen, de préparation des fêtes et une semaine de maladie qui m'a fait perdre 4 kilos, me voilà enfin de retour pour trancher une question qui fait rage dans la communauté du fitness. Le soulevé de terre, aussi appelé deadlift. Est-ce que c'est plutôt un exercice pour le dos ou pour les jambes? Que ce soit sur internet ou dans la salle de ton coin, les avis sont très partagés. Certains considèrent le deadlift comme un exercice de tirage, au même titre que le rowing par exemple, et c'est vrai qu'il y a une composante de tirage de la barre depuis le sol. D'autres le pensent avant tout comme un exercice pour les jambes, et en particulier pour les fessiers et l'arrière des cuisses, donc les ischio-jambiers. Comme ça, on pourrait croire qu'au fond, on s'en fout. Mais en réalité, ça a des conséquences très importantes sur ton programme. Selon comment tu places ton deadlift au sein de tes séances, ça peut soit créer une synergie qui te permet de mieux progresser, soit au contraire te mettre des bâtons dans les roues et t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Donc aujourd'hui, inspectons cette question en détail pour arriver à une conclusion définitive. Le soulevé de terre, exo pour le dos ou pour les jambes? Et si à la fin de la vidéo t'auras appris un truc, abonne-toi pour m'aider à faire plus de vidéos qui t'aident à améliorer ton physique. C'est gagnant-gagnant. Donc comment on va faire pour arriver à une réponse valable? On va se baser sur plusieurs sources d'informations, comme la biomécanique du mouvement, l'expérience collective des pratiquants, la comparaison des différentes variations, et un petit peu de logique, pour arriver à une bonne conclusion. C'est nécessaire de passer par autant de chemins, parce que tu te doutes bien que si la question divise autant, c'est que les deux camps ont des arguments. Et en effet, dans une certaine mesure, le soulevé de terre stimule le dos et stimule les jambes. Mais commençons par observer le mouvement en tant que tel. Que fait le corps lorsqu'on fait un soulevé de terre? Normalement, au cours du mouvement, le dos reste plat, en tout cas plus ou moins. Et ça sert que de pont rigide pour transférer la force du bas du corps vers le haut du corps, qui tient le poids. La force motrice, il vient vraiment des fessiers et des ischio-jambiers, qui vont se contracter pour mettre le torse en position verticale, et donc pour soulever le poids, et venir compléter une rep. Ça c'est pour un soulevé de terre classique, on fait uniquement la positive du mouvement, et où on lâche la barre en haut, donc on fait pas de négative. Mais avec les soulevés de terre roumains, dans lesquels on ralentit la descente au maximum, donc dans lesquels on a une phase négative, on peut aussi observer la même chose, mais juste en sens inverse. Dans ce cas-là, c'est aussi les ischios et les fessiers qui s'allongent au cours de la négative. Et le dos travaille une fois de plus seulement en isométrique, donc sans se contracter ni s'allonger. Le soulevé de terre est donc bien un mouvement d'extension de hanche, dont la force motrice vient des jambes. Et notamment ischio et fessiers, puisque les genoux bougent pas trop au moment du mouvement. Donc les quadriceps sont très peu impliqués. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'après mes lourdes séances de deadlift roumain, j'ai des courbatures dans tout le dos? Et pourquoi autant de personnes classifient le deadlift comme un exercice pour le dos? Et bah c'est parce que les jambes ont beau être la force motrice derrière le mouvement, les deadlifts bossent aussi pas mal le dos, même si c'est pas le muscle principal derrière le mouvement. T'en as sûrement déjà toi-même fait l'expérience le lendemain de tes lourdes séances de soulevé de terre. Souvent c'est pas les jambes que tu sens le plus, mais vraiment le dos. Oui, ça peut être dû à une mauvaise technique, par exemple si tu courbes excessivement le dos, et le bas du dos surtout, au cours du mouvement. Mais c'est aussi parce qu'ils sont bien stimulés par celui-ci. Les gros muscles des jambes ont beau être les muscles principaux du mouvement, puisque les muscles du dos sont plus petits, multiples, et ont une capacité de génération de force et de récupération plus limitée, ils sont aussi vite stimulés proches de l'échec. Surtout vu les poids très lourds qu'on peut mettre sur ce genre d'exercice. Le bas du dos par exemple, et notamment les muscles érecteurs. Leur fonction principale c'est l'extension de la colonne vertébrale, donc de déplier le dos. Mais pendant les deadlifts, c'est aussi eux qui sont responsables de garder le dos droit, et de résister à la flexion du dos induite par le poids qui est au bout de tes mains. Ils ont aussi un rôle d'antiflexion. Et ça a beau être fait en isométrie, donc quand tes muscles ne se contractent et s'étirent pas, au cours du mouvement, ce qui est donc normalement moins efficace pour la prise de force et la prise de muscle, quand ils doivent gérer un poids aussi lourd, ça fait quand même son effet. Les exercices d'extension de hanche sont ainsi l'un des moyens principaux de prendre du bas du dos, et de donner une bonne épaisseur à tout ton dos, au final. Puisque c'est des muscles situés en profondeur, sous les autres, qui donnent ensuite un relief au tout. Et ensuite, si t'as déjà fait des séries de soulevés de terre romains plutôt longues et plutôt lourdes, donc au-dessus de 6 reps, t'as dû vraiment bien sentir tes trapèzes s'étirer, et limite sortir de tes épaules, pour essayer de garder le poids dans tes mains. Eux aussi sont bien stimulés par le mouvement. Surtout si tu utilises des straps, des sangles, pour éviter que la poigne soit le facteur limitant du mouvement. Ce qui serait contre-productif. Et ils sont pas exactement en isométrie, puisqu'ils sont quand même bien étirés au cours du mouvement, mais ils ont pas une grosse amplitude non plus. À aucun moment ils s'approchent de la contraction, ce qui serait un mouvement de shrugs. Mais malgré ça, les soulevés de terre sont quand même un plutôt bon mouvement pour stimuler les trapèzes, puisque c'est des muscles qui répondent très bien à la surcharge de poids. Donc quand tu étires à fond tes trapèzes en tenant un truc lourd dans tes mains. Et qui sont vraiment un des meilleurs moyens de travailler ces muscles en dehors des exercices dédiés, comme les shrugs par exemple. Ça inclut aussi d'autres muscles du haut du dos, mais à un degré moins important, comme les rhomboïdes ou les ronds. Donc on a vu le haut et le bas du dos, qui étaient tous deux plutôt bien stimulés par le soulevé de terre. Voyons maintenant le gros muscle du milieu du dos, les grands dorsaux. C'est eux qui font la largeur du dos, qu'on peut spread en ailes une fois qu'ils sont assez développés, et qui sont responsables du mouvement d'adduction de l'épaule, donc du fait de rapprocher le bras de ton torse. Mouvement qu'on voit par exemple pendant les tractions. Eh bien crois-le ou non, mais eux aussi sont stimulés par le soulevé de terre. Surtout lors de la phase de remontée du poids, c'est eux qui utilisent pour maintenir la barre près de ton corps. C'est un peu une version très réduite des lat prayers. Mais bon, eux ils sont certes un petit peu stimulés dans une amplitude dans laquelle ils sont très contractés, mais ils sont quand même moins que le reste, ils ont un rôle très secondaire. Mais quand même, si tu fais des soulevés de terre après t'être donné à fond sur les tractions, tu les sentiras bien.
Donc oui, même si la force motrice du mouvement reste principalement les muscles du bas du corps, le dos est quand même bien stimulé, au point que beaucoup de pratiquants depuis très longtemps utilisent cet exercice pour bien développer leur dos, en particulier les érecteurs et les trapèzes. L'exercice soulevé de terre de base a quand même une bonne emphase sur les ischios et les fessiers par rapport au reste. Et à moins que ton dos soit vraiment plus faible que le reste, ça devrait être les muscles des jambes qui soient ton facteur limitant. Mais ça, c'est pour la variation de base. Il existe des moyens de viser préférentiellement tel ou tel muscle, selon comment tu fais l'exercice. On va maintenant voir différentes variations des deadlifts, et les noter selon leur impact sur chaque muscle, de S à D tiers, dans une perspective de prise de muscle avant tout. Donc commençons par le deadlift normal. De base, c'est pas le meilleur exercice pour la prise de muscle parce qu'il contient pas de phase négative, qui permet aux muscles de s'étirer et qui apporte un très bon stimulus pour l'hypertrophie, donc la prise de muscle. Du coup, ça change pas grand chose pour les muscles du dos qui sont de toute façon travaillés en isométrie, mais ça travaille moins bien le bas du corps que certaines autres variations. Ensuite, on a le deadlift roumain. C'est le même mouvement que le deadlift, mais cette fois-ci avec une phase négative, donc on retient le poids au cours de la descente. Et on garde une tension constante au cours du mouvement, donc on repose pas le poids entre les reps. C'est un bien meilleur exercice pour l'hypertrophie que la variation de base, et ça se reflète bien dans les courbatures qu'on a le lendemain. Si tu vas fort, tu le sentiras dans tes ischios, dans tes fessiers, mais aussi dans tes trapèzes et ton bas du dos, qui devront soutenir le poids pendant plusieurs dizaines de secondes d'affilée. C'est un très bon exercice de base à mettre dans quasiment tous les programmes pour prendre un muscle dans toutes ces zones. Et ça se reflète dans le classement. Abordons maintenant les variations qui affectent l'amplitude du mouvement. Par exemple en l'augmentant grâce à un déficit, ou en la réduisant en surélevant le poids. Ça change l'emphase du mouvement. Donc quel muscle est priorisé, puisque chaque partie du mouvement stimule plutôt tel ou tel muscle. En bas, c'est là où les muscles des jambes seront les plus étirés. Donc si on allonge cette partie de l'amplitude grâce à un déficit, ça mettra l'accent là-dessus. Et pareil si on la raccourcit. Au contraire, ça réduira l'implication des hanches dans le mouvement. Commençons donc par le deadlift en déficit. On surélève nos pieds. Ça rend le mouvement plus difficile, parce que l'amplitude est plus grande. On doit chercher la barre plus loin. Donc pour un déficit standard de 8 à 15 cm, surtout si on le fait avec des jambes tendues, ce qui diminue encore plus l'implication des quadriceps, et augmente celle des ischios, ça devient un plutôt bon exercice pour tous les muscles impliqués, même s'il manque la phase négative. Les muscles du dos doivent aussi fournir plus d'efforts, surtout le grand dorsal pour qui c'est probablement la meilleure variation de tous les trucs de deadlift. Mais aussi le bas du dos qui doit mettre les bouchées doubles pour stabiliser un torse beaucoup plus penché. Et à l'inverse, plus on va diminuer l'amplitude, plus le mouvement va être focus sur les trapèzes et leur capacité à tenir le poids et à ramener la barre vers soi. Et l'extension de hanche va être de plus en plus réduite à mesure qu'on raccourcisse l'amplitude. C'est un mouvement qu'on va appeler le block pull, donc tirage depuis des blocs, quand le poids repose sur des blocs pour le surélever, ou alors rack pull, quand la barre repose sur un rack. On peut distinguer selon leur amplitude aussi deux grands types de ce mouvement, selon si le poids commence à un niveau au-dessus du genou ou en dessous du genou. Pour le rack pull en dessous du genou, ça reste un mouvement d'extension de hanche, bien que l'emphase y soit réduite, que tu peux utiliser comme variation moins fatigante du soulevé de terre de base, si tu veux prendre en force par exemple. La variation au-dessus du genou n'a presque plus l'apparence d'un soulevé de terre. Il y a quasiment plus de mouvement au niveau des hanches. Mais du coup, ça a un avantage caché. Ça devient un excellent exercice pour étirer tes trapèzes à fond. J'en avais fait toute une vidéo, mais du coup, ça te permet vraiment de mettre un poids énorme, bien plus élevé que sur ton deadlift de base. Si tu utilises des sangles, ça permet vraiment de bien stimuler tes trapèzes. Par contre, pour le reste de tes muscles, ça fait pas grand chose, malheureusement. Parlons aussi vite fait du deadlift sumo, qui est un deadlift fait avec tes jambes placées à l'extérieur de tes bras. J'en ai jamais trop fait personnellement, parce que ça sert surtout à soulever plus lourd selon la morphologie, et que pour l'hypertrophie, c'est pas ouf. Mais si t'abuses pas sur l'écartement des jambes, ça peut faire un exercice sympa, notamment pour les fessiers. Mais pour le reste, c'est diminué par rapport au deadlift de base. Surtout vu que l'amplitude est elle aussi réduite. Et pour finir avec les exercices d'extension de hanche, même si c'est pas vraiment un deadlift, le good morning. En vrai c'est le même mouvement. T'as juste la barre qui repose sur ton dos plutôt que dans tes mains. Comme un squat. Du coup ça enlève quasiment complètement les trapèzes et les dorsaux de l'exercice. Mais pour le bas du dos et les muscles des jambes, c'est vraiment excellent. Le tout avec un poids moins élevé et une fatigue moins importante. Je te conseille donc fortement de l'inclure dans ta routine si tu vises ces zones et que t'as une ceinture abdominale suffisamment solide. Et voilà pour ce petit tour d'horizon. Comme tu peux le voir, selon les variations que tu fais, ça peut vraiment changer pas mal de choses. Des rack pulls qui visent quasiment que les trapèzes, au good morning c'est qu'ils utilisent que les jambes et le bas du dos. Mais à part les changements dus aux différentes variations utilisées, il y a aussi des différences individuelles, qui viennent des différences de morphologie de chacun. Par exemple, si t'as des bras plus longs par rapport à ton corps, tu auras moins besoin de plier le dos de base pour tes soulevés de terre, et ils auront donc une amplitude réduite. Donc tu pourras certes plus facilement soulever plus lourd, mais ça travaillera moins bien tes muscles. Dans ce cas-là, inclure des variations avec du déficit, ou même des good mornings peut être une très bonne idée. Il faut que tu essayes les variations qui te tentent, et qui correspondent à tes objectifs, pour que tu puisses tester lesquelles te correspondent le mieux, et ensuite personnaliser ton programme selon tes propres envies. Et justement, passons maintenant au plus important, la programmation. Donc comment inclure tous ces exercices dans ton programme. Le plus important c'est d'éviter les interférences, donc de gêner la réalisation d'un exercice par un autre à cause d'une mauvaise planification. Par exemple, tu peux difficilement faire du soulevé de terre le lundi et du tirage à la barre libre le mardi. Ton dos sera trop fatigué pour rester rigide au cours du mouvement et tu pourras pas bien faire cet exercice. Et le muscle le plus problématique dans ce cas-là, qui est le plus souvent touché par l'interférence, c'est le bas du dos, qui est le facteur limitant de la récupération dans bien des cas. Surtout qu'il est utilisé à la fois dans les exercices du haut et du bas du corps. Donc comment faire ? Bah déjà j'ai fait une vidéo sur le sujet, et ensuite ça dépend de ton type de programme. Si t'as un programme en push-pull legs, le plus gros problème ça va être la transition entre le jour pulls et le jour legs.
Si ton dos est déjà fatigué par le jour pull, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Du coup, tu as plusieurs solutions possibles. Soit tu changes l'ordre des jours, donc au lieu de faire push puis pull puis legs, tu peux faire legs puis push puis pull, jour de repos et rebelote. Comme ça ton dos a le temps de récupérer entre chaque séance qu'il utilise. Soit tu peux changer quels exercices tu intègres dans quelle séance. Par exemple, tu peux mettre tous les exercices qui utilisent le bas du dos dans tes séances legs, comme les tirages à la barre libre. Ça donne des séances legs qui contiennent les extensions de hanches, les extensions de genoux et les tirages qui utilisent le bas du dos. Ça peut peut-être faire des séances pull un petit peu plus vides, mais du coup tu peux y intégrer abdos, avant-bras, nuque et même mollets, pour équilibrer le tout. Si t'as en upper lower, donc t'as un programme divisé entre les jours où tu fais le haut du corps et le bas du corps, et surtout si tu fais 5 à 6 jours d'entraînement par semaine, va falloir gérer tout ça. Le plus simple ce serait de faire une spécialisation des jours. Par exemple, avoir certains jours lower principalement dédiés aux quadriceps, et donc aux extensions de genoux, donc les squats. Et ensuite, d'autres jours lower dédiés principalement aux ischio-jambiers et aux extensions de hanches. Et du coup pareil, tu peux alterner avec des jours upper centrés sur les dorsaux, qui nécessitent peu le bas du dos, que tu pourras associer avec des jours lower qui utilisent beaucoup le bas du dos, donc les extensions de hanches, et des jours upper, trapèze / bas du dos, que tu peux rapprocher de tes jours lower quadriceps, qui utilisent beaucoup moins le bas du dos. Et ces principes s'appliquent aussi à tous les autres types de programmes, que ce soit du full body, du bro split, du Arnold split, du gentleman ou n'importe quoi de personnalisé. Si t'as besoin d'aide pour ta situation précise, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de t'aider. Donc, bilan de cette vidéo. Les soulevés de terre, dans la plupart de leurs variations, sont avant tout des exercices d'extension de hanches, avec pour muscles principaux du mouvement les ischio-jambiers et les fessiers, donc des muscles des jambes, mais stimulent aussi pas mal le dos, surtout les trapèzes et le bas du dos, ce qui peut être encore plus accentué avec certaines variations. Attention toutefois, les soulevés de terre sont pas suffisants pour développer l'intégralité de ton dos. Pour l'épaisseur, ça peut être un de tes exercices principaux, donc les trapèzes, le bas du dos, les érecteurs, qui te font vraiment prendre de l'épaisseur, vu de côté. Mais pour la largeur, donc les grands dorsaux, ça va pas faire grand chose. Et ça nécessitera des exercices de tirage verticaux, comme les tractions ou les lat pull-downs, quelque part dans ton programme. Il faut aussi faire attention à la manière dont tu les insères dans ton programme. C'est des gros exercices, donc il faut faire attention à pas qu'il y ait d'interférence entre tes séances et tes exercices. Mais si tu gères bien, c'est un des mouvements de base à intégrer dans tout programme de prise de muscle. Si la vidéo t'a été utile, je t'invite vraiment à t'abonner, et à aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle où je détaille les grands types de mouvements qui existent, et à partir desquels il faut que tu construises ton programme, pour avoir les meilleurs résultats possibles, qui devraient s'afficher à l'écran. Ce serait sympa de mettre un like et de partager la chaîne à un pote qui en aurait besoin. Et bien sûr, si t'as une quelconque question ou suggestion, tu peux mettre tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.